Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Ensemble, on a déjà voyagé assez loin dans le temps et dans l'espace. De la chute de l'Empire romain à la grande chasse aux sorcières et de notre bonne vieille Europe jusqu'au temple Maya perdu dans la jungle. Eh bien aujourd'hui, on repart en balade à l'autre bout du globe. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble la civilisation japonaise, au moment que les historiens ont retenu pour situer le basculement entre la période antique et la période médiévale. Dans ce Japon qui s'éveille, nous allons suivre la destinée tumultueuse d'une femme extraordinaire, témoin, mais surtout actrice, de profondes transformations qui accompagnent le basculement de l'archipel dans le Moyen-Âge. Mais ne vous laissez pas duper, la féodalité, la puissance des guerriers, le poids des domaines agricoles et les luttes incessantes pour contrôler le pouvoir central pourraient vous donner un faux sentiment de familiarité. Il n'en est rien. Le Japon médiéval, c'est un monde à part, un univers dont 12 000 km et 8 siècles nous séparent, éparpillés sur plusieurs milliers d'îles. Et pourtant, malgré cette distance, on ne peut s'empêcher d'y trouver des liens avec notre histoire européenne. Bouclez vos ceintures et sortez votre plus beau katana, c'est parti pour une découverte du Japon médiéval. Alors, en commençant à travailler sur le Japon médiéval, j'ai rapidement eu l'impression qu'on venait de me balancer dans une grande piscine sans que je sache nager. Et oui, vu d'Europe, surtout quand on n'a pas l'habitude du vocabulaire japonais, comme moi, vous allez le voir dans la suite de l'épisode, l'histoire nippone donne le vertige. Et c'est d'autant plus vrai que j'ai eu la sensation de découvrir un autre Moyen-Âge européen, quelque chose d'à la fois très familier et en même temps parfaitement surprenant. Et ça, c'est pas dû au hasard. L'histoire médiévale japonaise, telle qu'on la fait aujourd'hui, est largement tributaire de la classification des périodes issues du début du XXe siècle. Alors, sans reprendre les cours d'histoire ni vous refaire toute la chronologie, vous savez que le Japon s'ouvre, de manière plus ou moins forcée, au monde occidental dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le pays entre alors dans une phase d'intense développement économique et social qui en fera l'un des adversaires les plus féroces des États-Unis jusqu'au tragique bombardement atomique de 1945. Eh bien, en ce début de XXe siècle, quand le Japon est sur la rampe de lancement économique, les intellectuels ressentent un double besoin. D'un côté, prouver la spécificité de la civilisation japonaise, entretenir sa grandeur si vous voulez, et en même temps chercher des ponts, des rapprochements possibles avec l'histoire occidentale pour véritablement intégrer le concert des nations. Et c'est comme ça qu'on écope aujourd'hui d'une division chronologique qu'on connaît bien. La période ancienne, la période médiévale, la période moderne et enfin la période contemporaine. Oui, jusque-là, tout est clair. Bon, alors jusque-là, rien de très étonnant. Mais vous allez voir, là où ça commence à se compliquer, c'est dans la chronologie, justement. En Europe, on en a déjà parlé, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident qui marque le début du Moyen-Âge. Un changement politique et même civilisationnel aussi important, forcément ça donne envie de changer d'air. Sans rentrer dans le débat, vous savez qu'on amène généralement le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVe siècle. La création des empires coloniaux européens intégrant les Amériques est à mon avis le changement majeur qui justifie cette coupure historique. Bon, alors généralement sur ce podcast, je ne m'embarrasse pas trop de cette chronologie. On a déjà parlé de sujets un peu plus anciens et d'autres plus récents que cette fourchette médiévale bien connue. Et évidemment, ça va continuer. Si je me permets de le faire d'ailleurs, c'est parce que cette division chronologique est bien connue de tous. Au moins de vous tous. Comme on est à l'aise avec cette division chronologique, on peut se permettre de jouer un peu avec, n'est-ce pas ? Réfléchissez, si vous voyagez vers le passé, ce passé devient votre futur.
Et ce qui était votre présent devient votre passé, qui ne peut pas être modifié par votre nouveau futur. Bon, mais quand on aborde l'histoire d'un territoire qu'on ne connaît pas, bah là, il faut être un peu plus prudent, un peu plus scolaire même. C'est pourquoi dans cet épisode spécial Japon, on va faire le parallèle avec l'épisode numéro 13. On va parler de la naissance du Moyen-Âge japonais à la charnière entre le XIIe et le XIIIe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on considère cette période comme un tournant ? Pourquoi est-ce que subitement, paf, comme ça, on passe de la période ancienne au Moyen-Âge japonais ? Eh bien, vous allez tout savoir, ne vous en faites pas. Allez, quelques petits repères chronologiques avant, pour que vous puissiez vous y retrouver. Après la période préhistorique et protohistorique, on considère que la période ancienne du Japon, l'équivalent de notre Antiquité si vous voulez, s'étend du VIe siècle à la fin du XIIe siècle. C'est la période du Japon impérial, celle où la cour de Kyoto, au centre du Japon, se développe considérablement grâce à l'apport culturel chinois. Mais ça, on va y revenir. À la fin du XIIe siècle, patatras, on passe au Moyen-Âge avec la prise de pouvoir des guerriers du clan Minamoto. Ces durs à cuire fondent un nouveau régime, le shogunat, une sorte de gouvernement militaire, si vous voulez, dont la capitale se situe à Kamakura, dans l'est du Japon. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, justement. Mais le shogunat de Kamakura ne sera pas éternel, et d'ailleurs ce n'est pas forcément celui qu'on retient quand on parle de shogunat en général. Après une première période de stabilité, il va y avoir du grabuge à partir du XIVe siècle, dégénérant en véritable guerre civile qui fragmente durablement notre archipel japonais. Malgré ça, c'est tout de même une période de grand développement culturel et économique pour le Japon. Finalement, c'est un peu comme en France. Le XVe siècle, c'était pas une super période pour être en vie, ça faut quand même le dire, mais il faut avouer que c'est la période qui nous a légué les plus beaux monuments et l'art le plus délicat. À mon humble avis en tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Bref, ça continue comme ça, K1KA, jusqu'en 1573, date officielle de l'abolition du shogunat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais au même moment, les Portugais installent de petits comptoirs au Japon comme ça grenouille gentiment dans cet archipel que les Européens de l'époque appellent Cipangu. Donc le shogunat est par terre, mais attention, un shogun peut en cacher un autre. Au tout début du XVIIe siècle, le shogunat renaît autour du puissant clan des Tokugawa. C'est l'histoire qu'on voit dans le roman, puis dans les séries Shogun, je sais pas si vous l'avez vu, dont on peut d'ailleurs dire qu'ils se sont clairement pas foulés sur le nom. Quel genre d'homme exerce le pouvoir dans un pays comme celui-ci ? Enfin, ça raconte ça en gros, l'ascension au pouvoir des Tokugawa et tout ce qui s'ensuit. Pour les historiens japonais, c'est le début de la période moderne. Et cette période moderne, ils la font généralement durer jusqu'à la véritable abolition du shogunat en 1867, date qui marque le début de la grande ère de modernisation du Japon qu'on appelle l'ère Meiji, du nom de la famille impériale. Et avec l'ère Meiji commence véritablement la période contemporaine, celle dans laquelle le Japon se trouve encore aujourd'hui. Voilà, vous avez suivi ? Avec ce petit exposé chronologique, on situe mieux ce dont on va parler, cette fameuse naissance du Moyen-Âge japonais. Vous en avez peut-être retenu qu'on passe d'un régime impérial, basé dans la capitale de Kyoto, à un régime nouveau, le shogunat, autour de sa capitale de Kamakura. Eh bien, cette opposition porte en elle presque toute l'histoire que je vais vous raconter. Celle d'un nouveau pouvoir qui se lève à l'est, dans un Japon en déshérence, tenu d'une main molle par un lointain empereur.
Au milieu du XIe siècle, le Japon sur lequel règne l'empereur depuis sa brillante cité de Kyoto, au milieu de la plaine qu'on appelle le Kinai, n'est déjà plus celui que ses ancêtres ont connu. Le territoire aux milliers d'îles change, et il change vite. Pourtant, la société japonaise semble alors extrêmement bien organisée, préservée contre toute forme d'instabilité sociale ou économique. Alors, au cours du 7e siècle, les empereurs, inspirés par le modèle chinois, avaient institué ce qu'on appelle le régime des codes. En gros, une bureaucratie centralisée gérant l'ensemble de la vie économique de l'archipel. Toutes les terres agricoles appartenaient au domaine public qui en organisait la production et y levait l'impôt par le biais d'une armée de fonctionnaires lettrés. La production principale, l'enjeu de cette machinerie bien huilée, c'est le riz. C'est sur cette céréale, poussant les pieds dans l'eau, que s'est construite la société japonaise. Et à elle seule, elle justifie l'existence d'une telle bureaucratie. La riziculture a besoin d'un réseau d'irrigation bien entretenu et surtout d'une énorme main-d'œuvre paysanne. L'alimentation d'ailleurs se reflète dans le paysage. Le Kinai en particulier, les riches terres qui entourent les murailles de Kyoto, c'est un paysage profondément transformé par l'homme pour maximiser le rendement de la riziculture inondée. Mais bon, le problème de ce régime des codes, de cette bureaucratie centralisée, c'est que c'est pas si simple à faire fonctionner. Et oui, parce que le Japon, c'est grand, très grand même. Autour de Kyoto, là ça va. Les fonctionnaires sont à portée de la main impériale s'il faut serrer la vis, donc ils ne font pas trop de bêtises. Par contre, difficile de savoir comment ça se passe réellement à l'autre bout de l'archipel. Entre l'île de Kyushu au sud-ouest et le nord de l'île d'Honshu, le territoire central du Japon, il y a tout de même pas loin de 1500 km, ça fait une trotte. D'autant que le Japon, vous le savez, c'est un pays ultra fragmenté. Déjà, il y a les montagnes, véritables barrières rocheuses aux forêts impénétrables qui séparent le Kinai des territoires situés plus à l'est et plus au nord. Ces territoires sauvages inspirent aux gens des plaines une sainte terreur, et il n'y a guère que les moines et les bûcherons qui osent s'aventurer dans ces étendues où le voyageur égaré risque de rencontrer des divinités ancestrales aux pouvoirs inquiétants. J'ai pas la frousse, Potter. Tu as entendu ? Pourtant, il faut bien traverser cette barrière montagneuse pour aller dans l'est. 2 itinéraires se frayent un passage entre les sommets. D'abord le Tosando, qui relie le Kinai à l'ouest aux riches plaines du Kanto, à l'est. C'est la route commerciale par excellence, le fragile serpent de poussière qui connecte ces régions reculées à la capitale impériale. Et puis plus au sud, longeant la mer, il y a le Tokaido. Alors elle n'a pas encore le rôle économique capital que le peintre Hiroshige immortalisera dans ses estampes au XIXe siècle, mais c'est un itinéraire qui attire de plus en plus. Alors le seul problème à l'époque, c'est qu'elle s'achève en cul-de-sac sur la péninsule de Miura, obligeant les voyageurs et les marchands à prendre le bateau pour continuer vers le sud du Kanto. Et parlons-en du Kanto, justement. C'est le nom sous lequel on désigne la partie est de l'île d'Honshu, un vaste territoire aux fortes particularités. Au nord et au sud, on retrouve des terres fertiles, où les paysans ont réussi à faire cohabiter une riziculture très perfectionnée avec l'élevage de chevaux et des vers à soie. Entre les deux s'étend la plaine de Musashi, un peu délaissée au XIe siècle, mais qui deviendra plus tard l'arrière-pays de Tokyo. Alors la plaine de Musashi, c'est pas le paradis du riz, C'est plutôt un immense marécage émaillé de prairies où se balade du gibier en abondance, parfait pour les parties de chasse entre samouraïs. Et au nord, alors ? C'est pas trop notre sujet, mais comme vous êtes curieux, on peut quand même en parler un peu. Vous connaissez l'île d'Hokkaido, tout au nord de l'archipel. Eh bien, au XIe siècle, elle ne fait pas encore partie du Japon. L'empereur ne l'a jamais soumise à son autorité. Le territoire impérial se termine donc en cul-de-sac avec la vaste région de Tohoku qui occupe tout le nord de l'île d'Honshu. Les chevaux et l'or extrait des mines du coin sont clairement les 2 seules choses qui valent le coup de s'aventurer dans ce territoire reculé. Alors ça va, vous suivez ?
En gros, on a deux pôles dans ce Japon de fin d'Antiquité. Le Kinai, autour de Kyoto, et le Kanto, à l'est. Pour vous donner une petite idée, on estime qu'à cette époque, l'archipel compte environ 7 millions d'habitants. Eh bien, rien que dans le Kanto, on compte déjà 1,6 million d'habitants et 1,4 dans le Kinai. C'est des estimations, hein. Bref, je vous le disais, ce sont les deux poids lourds économiques du Japon, les régions les plus riches. Et pour relier ces deux pôles, on a seulement deux routes traversant les montagnes et leurs inquiétantes forêts. Autant vous dire que pour l'élite lettrée qui règne à Kyoto, le reste de l'archipel est pas loin d'être un no man's land. Déjà qu'ils jugent les habitants du Kanto rustres et peu raffinés, les habitants du Nord, eux, sont carrément vus comme des semi-barbares à peine japanisés. Et de toute façon, Kyoto monopolise le pouvoir politique, c'est là-bas que ça se passe. Et en même temps, on peut pas vraiment leur donner tort. Sans juger du niveau d'éducation de nos braves cultivateurs de riz, il faut bien avouer que le Japon du XIe siècle, c'est pas très urbain. Il n'y a pas vraiment de village à proprement parler, comme on en connaît en Europe à la même époque, l'habitat est plutôt éclaté, et la plupart des habitants de l'archipel vivent dans des maisons qui s'accrochent sur les pentes des vallées les plus fertiles, isolées les unes des autres. En gros, la seule véritable ville digne de ce nom, c'est Kyoto, quoi. Une magnifique petite cité de caractère, à l'architecture remarquable et à la population joyeuse. Son panorama sympathique est agrémenté de plusieurs tours impressionnantes qui défient l'horizon dans une audace tranquille. Mais attention, en dehors du Kinai, du Kanto et des routes qui les connectent, il y a un autre monde, très différent celui-là. Ce monde, c'est celui des voyageurs, des moines, des pêcheurs, des magiciens, des marchands de sel, des prostituées, des danseuses, bref, tous ces gens plus mobiles et moins contrôlés que la masse des paysans qui triment dans les champs. Alors ce monde, on le rencontre surtout le long des grandes routes terrestres, mais aussi sur le littoral, agglutiné autour des petits ports de pêche qui deviennent peu à peu de véritables agglomérations en taille réduite. Vous savez ce que c'est, des pêcheurs s'installent dans un coin pour pêcher quoi, et rapidement des sauniers viennent se joindre à la fête pour extraire de la mer de quoi conserver le poisson. Puis les marchands de poissons débarquent. Comme ils viennent négocier sec, ils ont besoin de se loger et de se divertir entre deux sessions d'achat. Donc les aubergistes et les tenancières de bordel ne sont pas loin derrière eux. Et paf, votre pêcherie est devenue, en l'espace de quelques générations, un petit lieu ma foi fort sympathique. Bien évidemment, les pirates s'en mêlent également, et tout ce joyeux bazar forme une civilisation littorale bigarrée, assez originale dans ce Japon qui s'achemine vers la fin de la période antique. Voilà, vous avez le tableau. Mais on n'est pas encore tout à fait prêt à prendre le pouvoir, il nous manque quand même un ingrédient essentiel. Et oui, vous voyez de l'instabilité dans tout ça, vous ? Vous voyez du désordre, du ferment de la révolte ? Non, c'est calme comme de l'eau qui dort. On a l'impression d'un tableau figé depuis des siècles. Le moral de cette base est à zéro, Alan. Regardez dehors. Le néant. Il reste figé sur place. Et pourtant, de puissantes forces profondes sont en train de labourer la société japonaise antique au point de bientôt la faire basculer dans ce que les Japonais appellent le Musha no Yo, l'âge des guerriers, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Quel sombre processus se trame derrière la façade lisse et sans histoire que je viens de vous décrire ? Eh bien, vous vous souvenez de l'administration japonaise, cette bureaucratie tentaculaire qui contrôle la société. Eh bien, au XIe siècle, elle est devenue la chasse gardée d'une puissante famille, les Fujiwara. Bon, je vous donne leur nom, mais on va vite les oublier, ne vous en faites pas besoin de le retenir. Les Fujiwara, c'est un peu un clan de hauts fonctionnaires, si vous voulez, une sorte de noblesse lettrée et cultivée qui accapare le pouvoir dans les plus hautes sphères de l'État. L'ennui, c'est que depuis quelques siècles, le développement de l'administration impériale a sécrété toute une société de nobles voués au service de l'empereur, dont c'est un peu le seul but dans la vie, finalement. Jusqu'ici, la vie était belle pour eux à Kyoto, dans l'administration impériale. Mais voilà, avec l'arrivée des Fujiwara, leur perspective de carrière se trouve d'un coup beaucoup moins intéressante. Hormis les postes de milieu de gamme, tout le reste est verrouillé au profit du clan qui pèse.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, nos nobles de cour, face à ça? Eh bien, tels des cadres parisiens en milieu de carrière, ils décident progressivement de s'expatrier en province. Non pas que ça leur fasse plaisir, attention, hein. Je vous l'ai dit, pour l'élite de Kyoto, les provinces hors du Kinaï sont des sortes de trous à rats, tout juste bons à fournir du gibier et des algues, pas grand-chose de plus. Donc ils y vont à reculons, mais avec une idée en tête, se faire un max de pognon sur le dos du contribuable pour financer un retour triomphal à Kyoto et enfin mener la belle vie. Pour mettre en œuvre ce sinistre plan, le poste qui les intéresse tout particulièrement, c'est celui de gouverneur de province. Normalement, le gouverneur a pour mission d'organiser la production agricole, puisque toutes les terres sont, on l'a dit, dans le domaine public. Il doit protéger les travailleurs qui bossent sur ces terres et s'assurer en gros que tout fonctionne bien en fait. Sauf que nos petits nobliaux rapaces, là, tout frais débarqués de Kyoto, vous vous doutez bien que toutes ces tracasseries logistiques et gestionnaires, ça les intéresse pas trop. Non, ce qu'ils veulent, on l'a dit, c'est se faire du pognon. Ils abandonnent donc plus ou moins toutes les missions essentielles du gouvernorat pour se concentrer sur la plus lucrative, la perception de l'impôt. Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Chez les paysans du coin, ce nouveau type de gouverneur parachuté prend rapidement un nouveau nom, Tsuruyo, qui devient synonyme de gouverneur rapace, de vautour, si vous préférez. Et tout y passe, les Tsuruyo falsifient les cadastres pour augmenter les redevances, détournent la corvée paysanne à leur profit, mentent sur le montant réel de l'impôt pour envoyer une fraction seulement à Kyoto et garder le reste, bref, toute la panoplie. Évidemment, les paysans ne sont pas contents, mais qu'est-ce qu'ils y peuvent, hein? Il faut 2 semaines de marche pour relier le Kinai au Kanto, autant dire que là-bas les Tsuruyo sont bien tranquilles pour accomplir leurs méfaits en toute impunité. Et là où ça devient intéressant, mais genre vraiment intéressant, c'est que ce tour de vis fiscal au profit des Tsuruyo va lancer tout un ensemble de réactions en chaîne. Les 10e et 11e siècles sont des périodes de forte croissance économique au Japon. La riziculture se développe et beaucoup de paysans se mettent même à aller défricher d'anciennes rizières abandonnées pour les exploiter hors de tout cadre légal. Ils sont également de plus en plus nombreux à mettre en valeur les terres sèches, impropres à la riziculture, mais sur lesquelles on peut faire plein de trucs chouettes. D'autres céréales évidemment, mais également du verre à soie, élever des chevaux ou même faire pousser des concombres, pourquoi pas. Vous vous doutez bien que c'est pas le couillon du coin de la rue qui peut mener de telles entreprises agricoles. Non, ceux qui en profitent le plus, c'est un nouveau groupe social de paysans aisés, l'équivalent des laboureurs médiévaux, si vous voulez. Avec leur aisance financière, ces nouveaux paysans riches prennent rapidement des charges de gestionnaires. Ils sont par exemple nommés capitaines de rizière, avouez que c'est un titre qui claque quand même, ou deviennent chargés de collecter les redevances pour le compte du gouverneur, par exemple. Alors déjà, vous pouvez voir que le système commence à craquer un peu. On est passé d'un système où toute la terre était publique et la production organisée par l'administration impériale à un système où une partie croissante de la richesse agricole provient de terres nouvelles, échappant à ce système et créant un nouveau groupe de paysans aisés qui se voient chargés des missions autrefois dévolues aux fonctionnaires impériaux. Bref, ça commence déjà à sentir le sapin pour le système impérial. Et c'est là que nos Tsuruyo, nos fameux gouverneurs rapaces, entrent à nouveau en scène. En déboulant dans les provinces, ils viennent titiller un modèle déjà pas franchement bien en point. Et pour les Tsuruyo, nos paysans aisés là, c'est la poule aux œufs d'or, ce sont eux qu'ils veulent plumer. Comme ils sont responsables de la collecte locale des impôts, ils se retrouvent pressurés à mort, écrasés d'une fiscalité toujours plus importante, dont une part toujours plus faible arrive finalement à Kyoto. Poussés dans leur retranchement, les paysans aisés n'ont plus qu'une solution, sortir du système fiscal, par n'importe quel moyen. Et un moyen, ils en ont un justement, s'offrir les services d'un protecteur puissant. C'est ce qu'on appelle le système de la commande. En gros, si vous êtes un paysan aisé, vous pouvez recommander vos terres, enfin celles sur lesquelles vous êtes censé lever l'impôt, à un grand monastère, au clan Fujiwara, ou même carrément à l'empereur, tiens, pourquoi pas.
En faisant ça, vous passez par-dessus la tête du gouverneur local, qui n'est pas assez puissant pour aller se battre avec de tels poids lourds. Évidemment, votre nouveau protecteur ne le fera pas gratuitement, mais mieux vaut avoir un maître distant qu'un vautour local. Oh, la télévision dit que les pillages ont commencé, hein, les vautours. Et comme je sais que vous aimez mes métaphores tarabiscotées, en voilà une. Je suis convaincu qu'on peut rapprocher ce qui se passe dans le Japon du XIe siècle de ce qui se passe quand on a de l'eczéma. Oui, c'est très sérieux. Qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eczéma, hein ? Eh bien ça démange, on se gratte, et on se gratte tellement que la partie supérieure de la peau finit par se desquamer et par tomber. Oups, j'espère que je vous ai pas donné envie de vous gratter, hein, désolé. Eh bien là c'est tout pareil. À force de gratter la société japonaise, les gouverneurs rapaces poussent la partie supérieure, les paysans aisés, à se détacher du reste pour vivre leur vie d'une autre manière. Et c'est ainsi qu'on passe progressivement d'un système de domaine public à un système où de grands protecteurs créent peu à peu autour d'eux des domaines privés qui sortent du système fiscal. Alors évidemment, ce ne sont pas que les paysans aisés, hein, il y a aussi une petite noblesse qui s'agrège dans ce système. Sauf que ce n'est pas tout, accrochez-vous encore un peu. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Qu'est-ce qui se passe quand un ancien système juridique et fiscal se trouve vidé de sa substance, écartelé entre la construction de gigantesques domaines privés et la rapacité de gouverneurs qui dévoient l'impôt impérial ? Eh bien, plus personne ne croit dans le bien fondé du système, et la société devient de plus en plus instable. Et là, deux mouvements se conjuguent pour transformer la société en profondeur. Premier mouvement, c'est le copinage, hein, tout naturellement. Mon copain, parce que maintenant t'es mon copain. Enfin, en histoire, on parle plutôt de réseau de fidélité, mais c'est pareil. Tout le système est à bout de souffle. Ça ne sert à rien de compter sur le droit et la justice pour espérer régler ces problèmes. Mieux vaut se créer des réseaux d'entraide, fondés sur le recours à quelqu'un de plus fort que vous, pour espérer obtenir gain de cause. La constitution de grands domaines privés, c'est exactement ça. On se place dans la fidélité d'un puissant protecteur qui, en échange, mettra la misère au gouverneur local s'il vous fait du tracas. Donc on passe peu à peu d'une société horizontale, où tout le monde est soumis au pouvoir impérial, à une société stratifiée, où chacun s'intègre dans son propre réseau de fidélité hiérarchisé. Votre boss a recommandé sa terre à un noble local qui l'a lui-même recommandé au Fujiwara ou au monastère du concombre sacré. Vous êtes donc désormais solidaire d'un vaste réseau de protection privée. Deuxième mouvement, après le copinage, c'est la violence. Et oui, ça se termine souvent comme ça. Si l'ancien système n'est plus capable de maintenir une société stable, la violence finit inévitablement par se développer et gangréner la vie quotidienne. Et clairement, le XIe siècle au Japon, c'est pas la joie. Le brigandage est carrément devenu un sport national, la violence s'étend à tous les rapports économiques, et franchement, entre les sbires du gouverneur et l'honnête détrousseur de grands chemins, difficile de faire vraiment la différence. Dans les deux cas, votre riz durement cultivé à la sueur de votre front finit dans la poche de quelqu'un d'autre. Face à cette violence, la société japonaise va donc se militariser. Les paysans aisés et la noblesse locale s'arment, constituent des groupes de guerriers pour se protéger des exactions. Ou alors pour commettre des exactions, souvent les deux vont ensemble. Et on assiste à la naissance de ce qu'on appelle les bushidan, c'est-à-dire des groupements de guerriers qui suivent les lignes de force des nouveaux réseaux de fidélité. Tiens, mais ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Attendez, on récapitule. La propriété de la terre passe progressivement de public à privé. Des réseaux de fidélité hiérarchiques se créent pour organiser ces domaines privés et les protéger des exactions. Et ces réseaux de fidélité s'adossent à des bushidan, des groupements de guerriers dont la mission est justement de protéger le réseau. Mais c'est la féodalité, ça, non ? Et oui, la société japonaise des Xe et XIe siècles invente la féodalité. Enfin, invente. Entendons-nous bien. Vous avez compris que tout ça se fait très progressivement, c'est pas un plan d'ensemble. Mais c'est tout de même une bizarrerie historique et géographique.
Le Japon est le seul ensemble territorial asiatique qui sera dirigé, durant la majorité de son histoire médiévale et moderne, par des guerriers, au moment où la Chine et la Corée, par exemple, continuent à être gouvernées par de hauts fonctionnaires lettrés. Et ça, c'est sans doute la particularité historique majeure du Japon. Alors que les grandes sociétés asiatiques du continent continuent à vivre sous la férule du fauteuil, de la plume et du papier, le Japon, lui, va peu à peu se plier au pouvoir du sabre, de l'arc et du cheval. C'est en 1156 que tout bascule. Vous vous en doutez, avec ces groupes de guerriers qui se forment autour de réseaux quasi-féodaux, il ne faut pas grand-chose pour que des troubles finissent par survenir. La rivalité entre grandes familles, entre clans, a toujours existé dans la société japonaise, ça c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau pour le coup, c'est que ces clans sont armés jusqu'aux dents. Ils ont désormais de véritables armées privées à disposition. Et ça, ça change pas mal la donne, finalement. Et en 1156, c'est le drame. Une guerre civile déchire Kyoto sur fond de concurrence pour le trône impérial. Alors, c'est important de s'y attarder un peu parce que vous allez voir, ces événements de 1156, qu'on appelle généralement la guerre de Hogen, vont avoir une incidence cruciale sur la suite de notre histoire. Comme la situation politique et administrative n'était pas assez compliquée comme ça, la cour de Kyoto a inventé au XIe siècle un truc assez original. La mode des empereurs retirés. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. En gros, comme les empereurs étouffés sous la férule administrative des Fujiwara, vous vous souvenez, le clan de hauts fonctionnaires, ils ont décidé de contourner cette difficulté. Maintenant, l'empereur règne quelques années, puis il se retire dans une sorte de grand monastère. Officiellement, c'est son successeur qui prend sa suite, mais dans la réalité, il continue à exercer le pouvoir par le biais d'une sorte d'administration privée sur laquelle il a tout contrôle. Avec la création de cette administration parallèle, beaucoup de notables locaux commencent à recommander leurs terres auprès de l'empereur retiré, qui devient un protecteur recherché. Évidemment, l'empereur retiré a également sous le coude une force armée considérable, tout comme les Fujiwara d'ailleurs. Bon, pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris l'idée. En 1156 donc, à la mort de l'empereur retiré, une guerre civile éclate entre la cour impériale, pilotée par l'empereur et ses copains Fujiwara d'un côté, et la cour impériale retirée, le monastère, de l'autre. Les deux grands partis sont armés jusqu'aux dents et bénéficient chacun du soutien armé de deux grandes familles de militaires, les Taira et les Minamoto. Si vous voulez, les Taira comme les Minamoto sont des super samouraïs, de grands seigneurs de guerre avec tout un réseau militaire derrière eux. Pour ces deux clans, en particulier pour les Minamoto, la guerre civile de 1156 est un désastre fratricide. Les branches du clan se retrouvent des deux côtés et les combats sanglants déchirent le clan selon l'allégeance choisie par ses membres. Celui qui s'en sort le mieux dans l'histoire, c'est Yoshimoto. Ce rejeton du clan Minamoto a choisi le côté qui sera finalement vainqueur, celui de l'empereur en titre. Au moment de la défaite, c'est lui qui est chargé d'aller arrêter et exécuter les membres de son clan qui ont choisi le mauvais camp. Et c'est pas sans danger. Dans la violence des combats, Yoshimoto manque de se prendre une flèche dans les yeux, tirée par son propre frère. La flèche se plante finalement dans son casque et le frère passe par le fil du katana avec tout le reste des traîtres au clan. Bref, Yoshimoto, il y a mis du sien dans cette histoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a choisi le bon camp en plus,
donc il s'attend assez logiquement à être généreusement récompensé. Mais pas de bol pour lui, l'empereur en a décidé autrement. C'est son rival, Kiyomori, le boss du clan des Taira, qui s'octroie la part du lion. Yoshimoto, on s'en doute un peu, il l'a mauvaise, il est colère. La frustration s'empare de son cœur, et qu'est-ce qu'on fait quand on est frustré mais qu'on a des milliers d'hommes sous ses ordres prêts à en découdre? Eh bah oui, on essaye de se venger les armes à la main, forcément. Et c'est 3 ans plus tard, en 1158, qu'éclate un nouveau conflit. Cette fois-ci, Yoshitomo est dans le camp qui cherche à renverser l'empereur, protégé et représenté par Kiyomori et le clan des Taira. Et cette fois pour lui, c'est le mauvais côté. Yoshimoto essuie une lourde défaite qui lui coûte sa tête. Les Taira triomphent et vont diriger le pays d'une poigne de fer durant 20 ans. Kiyomori, dans la rage de la victoire, est prêt à exécuter tous les Minamoto sur lesquels il peut mettre la main, mais se découvre au dernier moment une mansuétude qui est tout à son honneur, mais qui sera lourde de conséquences pour la suite. Il décide d'épargner les petits Yoshitsune et Yoritomo, les fils du vaincu, âgés respectivement de 1 et 12 ans. Les enfants sont sauvés, mais le vainqueur exile tout de même le plus âgé, Yoritomo, au fin fond de la péninsule d'Itsu, perdu au bord de la route côtière du Tokaido, un charmant endroit d'où le jeune rejeton du clan Minamoto pourra profiter d'une vue idyllique sur le mont Fuji, mais d'à peu près rien d'autre. Je dis c'est loin mais c'est beau. Comme geôlier, Kiyomori lui assigne une famille noble locale de faible importance, les Hojo. Alors oui, je vous ai dit, je sais pas vraiment comment prononcer les termes. Les Hojo, donc, ils se prétendent descendants des Taira. Mais en réalité, c'est une famille bien peu considérée, sans histoire, attachée au clan des vainqueurs, mais sans véritable puissance, ni militaire, ni politique. Bref, pour Kiyomori, c'est parfait. Il donne ainsi une charge qui ne lui coûte rien à une famille sans importance, tout en plaçant l'héritier Minamoto auprès de gens qui ne pourront jamais lui fournir une aide suffisante pour se rebeller. Malin, le Kiyomori. Et oui, mais pas tant que ça, comme on va bientôt le voir. On imagine un peu la détresse et la rancœur du jeune garçon. À seulement 12 ans, Yoritomo a perdu toute sa famille, massacré par les Taira, qui le maintiennent désormais en exil et feront tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que le garçon n'ait aucun avenir. Tous les grands seigneurs japonais le considèrent comme perdu, fini, et même ses geôliers, les Hojo, ne le voient que comme un encombrant rebut de l'histoire, le dernier témoin d'un clan sur le déclin. Durant ces longues années de solitude en captivité, il y a toutefois une personne qui s'intéresse au jeune garçon pour qui il est, et non pas uniquement pour le nom qu'il porte. Hojo Masako. Masako, c'est la fille de Hojo Takisama, le boss de ce clan minable. Elle est un peu plus jeune que Yoritomo et tombe éperdument amoureuse de l'héritier déchu durant son séjour en captivité. À seulement 20 ans, la jeune femme montre déjà la force de son caractère en s'opposant farouchement à son père. Pour Hojo Takisama, aucun projet de mariage ne pourrait être pire que celui-ci. Vous imaginez, donner la main de sa fille aînée au fils d'un traître, un gamin sans titre ni avenir, enfin c'est quoi cette histoire ? Mais Masako n'en a que faire. Elle épousera Yoritomo, même s'il lui faut pour ça rompre avec son père et plonger la tête la première dans l'univers mélancolique et sans espoir du dernier Minamoto. Sauf que Masako a raison, bien plus que toute sa famille et que tout le clan des Taira d'ailleurs. Parce que Yoritomo, il en a de l'espoir et de l'avenir, justement. En fait, le puissant clan au pouvoir, tout comme ses sbires de la péninsule d'Itsu, n'ont toujours pas compris ce qui se passe au Japon depuis plus d'un siècle. Pour eux, il n'y a que Kyoto qui compte, et à la rigueur le territoire immédiatement limitrophe. Le reste n'est bon qu'à fournir de la nourriture, des matériaux et éventuellement des soldats. Pourtant, ils ont eu l'occasion de voir qui étaient ces féroces guerriers de l'Est durant les troubles de 1156 et 1159. Ils les ont vus se battre, ils les ont côtoyés.
mais à leurs yeux d'élite impériale, ce ne sont que des rustres, rien de plus. Pour qui se prend ce rustre ? Or, la réalité de ce qui se passe dans le Kanto est bien différente. Le territoire est riche, prospère, et surtout la nouvelle organisation féodale y est d'une redoutable efficacité. Grâce aux alliances familiales, les grands lignages guerriers peuvent compter sur un nombre considérable de ces puissants samouraïs passés maîtres dans le nouvel art du combat, celui qu'on appelle la voie du cheval et de l'arc. Et parmi ces lignages, les Minamoto jouissent d'un prestige inégalé. Depuis la fin du Xe siècle, le clan Minamoto s'est forgé une réputation de puissance implacable, fondée sur les actions héroïques de ses fondateurs et sur la gloire de ses plus grands généraux. Yoshie, notamment, fait figure de parangon du samouraï. Puissant et loyal, il a vaincu le clan Abe au milieu du XIe siècle pour le compte de l'empereur. Ces 12 ans de campagne à l'extrême nord du Japon, dans les conditions terribles des hivers brumeux et glaciaux de ce pays de montagne, ont prouvé la valeur de ces farouches guerriers et leur détermination à rentrer dans l'histoire. Pour les Taira et les Hojo, Yoritomo n'a plus rien, ni famille, ni réseau de fidélité, ni armée. Pourtant, il porte avec lui cet héritage séculaire et incarne la réputation du clan Minamoto. Et c'est dans cette négligence que se trouve toute l'erreur des Taira. En 1180, Yoritomo a 31 ans et il est prêt à entrer en scène. Pour lancer sa rébellion, il veut frapper un grand coup. Il lui faut une cible symbolique. C'est le gouverneur d'Itsu, un certain Kanetaka, qui va passer à la casserole. La légende dit qu'il aurait choisi ce brave homme, qui n'était sans doute qu'un gouverneur rapace parmi d'autres d'ailleurs, parce que celui-ci aurait été le fiancé de Masako avant qu'elle n'en pince pour Yoritomo. Alors autant vous le dire tout de suite, point de motif sentimental ici, ni de vengeance poétique, puisque Kanetaka n'a été parachuté dans le coin qu'après le mariage entre nos deux tourtereaux, donc rien à voir. Alors le signal est fort, mais peut-être un peu prématuré. Yoritomo n'a pris que 30 braves avec lui, pas vraiment une force impressionnante, donc. D'ailleurs, la suite n'est pas fameuse. À peine est-il entré en rébellion qu'il se fait sévèrement fesser avec ses potes à la bataille de la montagne Ishibashi. Obligé de s'enfuir, il semble, aux yeux des Taira, suivre le chemin de son défunt père. Isolé, vulnérable, il suffirait d'une trahison dans son entourage pour qu'il soit retrouvé et capturé. L'histoire semble devoir se répéter. À quel point cela vous affecte-t-il ? Moi, tout ça, j'y pense plus, c'est le passé. Il y a de ça tellement longtemps. Vous m'excusez, il faut que j'aille graisser mon fusil. Mais Yoritomo a de la ressource, Masako le sait. Elle qui croit en lui depuis le début reste forte dans l'épreuve. Elle ne sait même pas si son mari est encore vivant après la bataille de la montagne Ishibashi, mais elle y croit dur comme fer. Au lendemain de la défaite, elle s'est réfugiée avec sa famille au sein de l'Itsuyama Gongen, un temple d'Itsu. Pour elle, ce n'est pas n'importe quel temple, c'est là qu'elle s'est réfugiée avec Yoritomo au tout début de leur mariage, lorsque la fureur de son père menaçait de s'abattre sur les deux jeunes amants. Oh bah tiens d'ailleurs, il faut que je vous parle un peu des temples au Japon, parce que c'est un sacré truc. Petit aparté, on n'en a pas pour longtemps, mais c'est quand même croustillant. Vous savez, la religion majoritaire au Japon, au moment qui nous intéresse, c'est le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, on trouve des communautés de moines vivant dans des monastères. Bon, jusque-là, rien de très différent par rapport à ce que l'on trouve en Occident à la même période.
Au Japon comme en Europe, les monastères sont de grands propriétaires terriens et des institutions dotées d'un grand pouvoir économique et politique. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé. Les notables locaux recommandent souvent leurs terres à des monastères pour qu'ils les protègent et leur permettent de bénéficier de l'immunité fiscale. Donc les monastères, ils pèsent. Ils sont à la tête de vastes réseaux hiérarchisés et prennent clairement parti dans les conflits politiques. Et ça, c'est d'autant plus facile que le bouddhisme n'est pas une religion unifiée, comme l'est le christianisme par exemple. C'est un ensemble d'écoles, de courants de pensée différents qui cohabitent plus ou moins bien, mais sans religion officielle, si vous voulez. Pas de religion obligatoire, donc la population se répartit entre les différentes écoles selon ses aspirations, sa sociologie, sa puissance économique, etc. Les écoles ont d'ailleurs des noms marrants. On a la secte de la terre pure, les adeptes du Sutra du Lotus, et puis évidemment les différents courants du Zen, dont les 5 montagnes. Bref, là où je voulais en venir, histoire de pas partir trop loin non plus, c'est que nos monastères sont pleinement impliqués dans la vie politique. Et pour peser dans le jeu politique, ils n'y vont pas par 4 chemins. Tous ces monastères sont armés jusqu'aux dents et entretiennent de petites armées de bonzes entraînés à l'art de la guerre. On n'est pas non plus encore sur les moines Shaolin avec leur kung-fu, mais on n'en est pas loin quand même. Voilà, donc quand on dit que Masako et ses enfants vont se réfugier dans un monastère, n'imaginez pas des gens qui parlent doucement dans un beau jardin impeccablement tenu. Enfin si, mais pas que. Itsuyama Gangen, c'est surtout une forteresse avec sa garnison, donc un lieu plutôt safe, clairement. Oh, ils sont en pleine méditation. C'est des gens si paisibles. Ouais. On vous a ramené un de vos moines. Il est super marrant, super gentil et cool. Oh hey oh excusez-moi. Oh Bon, mais Masako, vous commencez à la connaître un peu. C'est pas le genre à rester les bras croisés. Elle sait bien qu'elle ne peut pas rester éternellement terrée dans son monastère pendant que son mari risque sa vie à errer de cachette en cachette. Elle aussi, elle doit se cacher. Malgré son armée, le monastère d'Itsuyama Gangen ne résistera pas à l'offensive des Taira si les choses tournent mal. Elle décide donc de partir, elle aussi, de disparaître au monde. Elle jette son dévolu sur un petit village de pêcheurs, sur la côte, loin de tout espion, où elle pourra guetter des nouvelles de son mari. Et finalement, le Yoritomo, il n'est pas mort, et il finit effectivement par refaire surface à Kamakura, vous savez, tout au bout de la route du Tokaido. Et Kamakura, c'est alors une minuscule bourgade sans importance, mais c'est là que Yoritomo a décidé de battre le rappel pour ses troupes. Tous les anciens fidèles de son père affluent dans la péninsule pour venir grossir les rangs de son armée. C'est dans cette atmosphère de surexcitation militaire, de goût du sang et de poussière soulevée par les sabots des chevaux que Masako débarque pour venir reprendre sa place aux côtés de son mari. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Fort de ses nombreux soutiens, invincible au milieu de ces féroces samouraïs de l'Est, Yoritomo fonce sur ses ennemis et remporte enfin sa première grande victoire sur les rives du fleuve Fuji au printemps 1181. La confusion est totale. Désemparés, terrorisés par la fureur des guerriers venus de l'autre côté des montagnes, les soldats des Taira se débandent dans la plus grande confusion. La chronique du Di des Heike mentionne même un épisode peu glorieux où une troupe Taira prend peur en entendant le gloussement d'une poule d'eau. Convaincus que les Minamoto sont sur eux, ils fuient dans la plus grande confusion, écrasant sous les sabots de leurs chevaux les prostituées qu'ils traînaient avec eux. Bref, les Minamoto ont le vent en poupe. La dynamique est enclenchée et elle ne va plus s'arrêter. Kiyomori, le grand ennemi de Yoritomo et meurtrier de son père, le big boss des Taira, vient de mourir de la fièvre juste après la grande victoire remportée par le clan Minamoto. Son fils reprend le flambeau avec rage, mais le rouleau compresseur est lancé. Pendant que Yoritomo consolide son pouvoir dans le Kanto, son cousin, Yoshinaka, porte les armes pour lui contre les Taira.
Kyoto est subjugué et le cousin s'installe en conquérant dans la cité impériale. Yoritomo a toutefois de bonnes raisons de penser que le cousin n'a pas tellement envie de lui remettre sa prise de guerre et qu'il est sur le point de le trahir. Il monte donc une alliance de circonstances avec l'empereur et envoie sur place son meilleur général et demi-frère, Yoshitsune. Mais si, vous savez, c'est le seul autre rescapé du meurtre des Minamoto par les Taira en 1160. Vous vous souvenez, Kiyomori, le big boss des Taira, avait finalement décidé d'épargner les 2 fils de Yoshitomo, qui s'appellent Yoritomo et Yoshitsune, les 2 derniers fils Minamoto encore en vie. Eh bien, mal lui en a pris, on l'avait prévenu, 20 ans après, les 2 frangins s'allient pour poutrer les Taira en bonne et due forme. Et Yoshitsune ne fait pas dans la dentelle. C'est un véritable maître tacticien, bien meilleur général que Yoritomo d'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'il l'envoie à sa place. Sa première cible, c'est Yoshinaka, le cousin félon qui s'est rebellé contre l'autorité du clan Minamoto. Yoshitsune assiège Kyoto et met une telle pression sur le cousin qu'il finit par se suicider en 1184. Puis c'est au tour des Taira de se faire botter les fesses. Le général les poursuit jusqu'à la côte ouest, la fameuse West Coast japonaise, et les détruit en 2 grandes batailles. Le régime des Taira s'effondre et les Minamoto règnent désormais en maîtres sur les îles japonaises. Un nouvel ordre politique est en train de naître, mais l'accouchement sera encore long et difficile. Après la victoire de 1185, la situation se stabilise, poussant l'empereur retiré, qui s'appelle Go Shirakawa, à essayer de tirer son épingle du jeu. Rusé et intelligent, Go Shirakawa va peser lourdement sur le destin de l'Empire jusqu'à sa mort en 1192. Il joue une sorte de rôle d'arbitre, si vous voulez, durant la guerre entre les Minamoto et les Taira, puis entend bien renforcer sa position dans le nouvel ordre qui naît. Juste après la victoire, donc, il commence à se rapprocher du plus puissant des généraux du clan Minamoto, le fameux Yoshitsune. Le demi-frère de Yoritomo est alors auréolé d'une gloire immense et sa science militaire en fait une personnalité incontournable. Évidemment, pas besoin de vous dire que cette bromance entre l'empereur retiré et le grand général ne plaît pas tellement à Yoritomo. D'ailleurs, c'est marrant, mais apparemment, les 2 frangins ne se seraient jamais rencontrés. Ils ont 12 ans d'écart et ils n'ont pas été élevés ensemble. Vous imaginez un peu, ça veut dire que Yoritomo n'a même pas assisté en personne aux grandes batailles qui ont fait de lui le maître incontesté du Japon. C'est quand même ouf. Même sans s'être rencontrés, les 2 frangins savent qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, hormis leur nom, Minamoto, et surtout leur volonté de domination militaire. Mais il y a tout de même une différence majeure. Des 2 frangins, c'est Yoritomo, le big boss. C'est lui qui dirige le clan. Convaincu que son demi-frère est en préparation d'une petite rébellion, il prend les devants et lance l'assaut sur Yoshitsune. Le demi-frère s'enfuit vers le nord, dans cet immense territoire du Tohoku qui a servi de théâtre aux exploits des premiers Minamoto. Sa cavale dure encore quelques années avant que les troupes de Yoritomo ne finissent par acculer le général au suicide. En 1189, Yoshitsune s'ouvre le bide et l'immense territoire du Tohoku ainsi que ses riches mines d'or basculent dans l'orbite du clan Minamoto. D'ailleurs, Yoritomo fera plus tard exécuter le général responsable du suicide de son demi-frère. On n'est jamais trop prudent. Entre-temps, le Big Boss a consolidé son pouvoir. Il force l'empereur à lui accorder plusieurs titres officiels lourds de signification. Peu à peu, il obtient la capacité d'exercer la violence légitime et le monopole des interventions armées sur le territoire de l'Empire. En 1192, il prend officiellement le titre sous lequel son régime sera désormais connu. Celui de Sei-i Taishogun, littéralement général chargé de réprimer les révoltes des peuples barbares. Mais en Occident, on le désigne la plupart du temps sous son diminutif, ce terme qui va désigner pour les siècles à venir le gouvernement militaire qui domine le Japon médiéval et moderne, shogun.
1192 marque donc une véritable rupture dans l'histoire japonaise et même asiatique en général. Pour la première fois, un empire asiatique est désormais dominé par un régime militaire, puisant sa force dans un système féodal extrêmement hiérarchisé. Maintenant qu'on connaît un peu mieux le déroulé des événements qui ont permis l'avènement de ce nouveau régime, on va pouvoir creuser un peu. Parce qu'un régime, c'est quoi, finalement ? C'est une forme d'organisation politique, certes, mais ce sont surtout des hommes, une organisation sociale et économique. Et qui sont ces hommes qui ont permis au shogunat d'émerger et de renverser le puissant clan des Taira pour asseoir sa domination sur le Japon médiéval ? Eh bien ces hommes, ce sont les fameux samouraïs, et oui. Le shogunat, c'est la victoire du modèle d'organisation sociale et militaire dont les samouraïs sont l'élite guerrière, en quelque sorte. C'est la revanche des rudes guerriers du Kanto sur l'élite dissolue qui règne à la cour de Kyoto. Ou ça, en tout cas, c'est ce que raconteront les chroniqueurs qui vont justifier cette prise de pouvoir. Même si on admet que leur manière de décrire les personnages et les événements est un peu orientée, évidemment, il n'empêche que les guerres de la toute fin du XIIe siècle mettent aux prises deux mentalités bien différentes. La mentalité des habitants du Kanto, c'est un mélange assez original d'honneur, de manière rude, un peu frustre même, et d'une endurance peu commune. D'ailleurs, la personne qui incarne le mieux ces valeurs, historiquement, cette manière de vivre, c'est Hojo Masako justement, la femme de Yoritomo, dont on va reparler très vite, ne vous en faites pas. Ces traits moraux, ce sont les valeurs de ceux qu'on appelle les bushi, les guerriers tout simplement, mais qu'on désigne également sous le nom de moshi, pour mettre l'emphase sur leur férocité, rien à voir avec les pâtisseries, et qu'on appellera plus tard samouraï, issu de l'ancien verbe japonais saburafu, qui veut dire servir. Et oui, exactement comme Tom Cruise le dit dans Le Dernier Samouraï, comme quoi il ne raconte pas que des bêtises. Je suis surpris d'apprendre que le mot samouraï veut dire servir, et que Katsumoto croit sa rébellion au service de l'empereur. Et si nos bushi ont roulé sur les partisans des Taira, ce n'est pas pour rien. Ces valeurs et surtout la maîtrise de ces valeurs par les grands généraux Minamoto ont joué un rôle crucial dans la conquête du pouvoir. Déjà, les guerriers du Kanto sont féroces, ça tout le monde le sait. À la limite de la sauvagerie même, en tout cas selon les aristos de la cour impériale. Les documents émanant de Kyoto les décrivent comme des barbares et les comparent à des chiens, des loups ou même des équarrisseurs, ce qui n'est pas franchement sympa. S'ils sont admirés pour leur puissance militaire et leur sens de l'honneur, ils sont tout autant craints, voire méprisés pour cette violence qui constitue leur quotidien. Dans le dit de Hogan, une chronique historique écrite au milieu du XIVe siècle, on a des descriptions sympas à leur sujet. Par exemple, Taro no Suke était un homme de 50 ans, très gros, portant une longue moustache. Son regard fulgurant inspirait la terreur. Ou encore, Minamoto no Tametomo dépassait les gens ordinaires de 2 ou 3 pieds. Archer né, il avait le bras gauche plus long que le droit, de sorte qu'il tirait des flèches de 15 largeurs de main. Revêtu de l'armure qu'il portait avec aisance, l'arc au côté, il avançait frémissant. Nul diable, nulle divinité perverse n'eût osé lui tenir tête. C'était un guerrier sans précédent dans les temps passés, et tel qu'il s'en trouvera difficilement dans les temps à venir. Ou encore la description du fameux Yoshie, le héros fondateur du clan Minamoto. De son cheval, il défiait l'ennemi et tirait des flèches tel un dieu. Il courait comme l'éclair, galopait comme le vent. Les barbares s'enfuyaient devant lui en criant qu'il était le fils aîné d'Ashiman, le dieu de la guerre. En fait, en ce début de période médiévale, les valeurs des samouraïs constituent un peu une sorte de contre-culture, marginale et décalée par rapport à celle qui domine la cour impériale, qui elle est plutôt inspirée par les valeurs et la philosophie chinoise. En gros, les samouraïs, c'est presque des bikers, quoi.
Sur le plan militaire, c'est bien l'arc et le cheval qui distinguent ces féroces guerriers du Kanto. On peut imaginer l'angoisse qui pouvait saisir leurs ennemis en entendant siffler les flèches tirées de leurs grands arcs asymétriques perchés sur d'immenses montures. Pas vraiment encore de katana comme on le connaît aujourd'hui, mais les guerriers de l'Est maniaient déjà un genre de sabre courbé qui s'en rapproche quand même un peu. Et c'est d'ailleurs également le début des armures rutilantes constituées de plaques de métal articulées et laquées. Le plus important, c'est leur conception de l'honneur et surtout de leur intérêt privé. La création de réseaux vassaliques tentaculaires instaure une forte concurrence entre tous ces guerriers. Leur statut social vient à la fois de la terre et du métier des armes, mais les possibilités d'ascension sociale sont très limitées. La fin progressive des grands défrichements dès le milieu du XIIe siècle tend la situation locale jusqu'à un point difficilement soutenable. La guerre mobilise des ressources considérables et la logique de récompense des guerriers les plus fidèles oblige à trouver de nouvelles terres. C'est d'ailleurs en partie cette soif de nouvelles terres qui va motiver la conquête. Or, pour mettre la main sur un domaine, il faut se faire remarquer par le big boss Minamoto, c'est la seule solution. Les fruits de la guerre sont partagés entre les guerriers les plus valeureux et les plus en vue, ce qui nourrit une concurrence féroce pour les faits d'armes les plus glorieux. Le Di des Heike, une autre chronique, raconte par exemple comment un petit guerrier nommé Narita Goro envisage la bataille d'Ishinotani, un des grands événements de la guerre contre les Taira qui est sur le point d'avoir lieu. Il dit « Ne mettez pas trop de hâte à courir en première ligne. Courir devant, c'est certes avoir son parti derrière soi, et c'est ainsi que votre prouesse ou vos échecs seront connus de tous. Mais à quoi servirait-il de se jeter tout seul au milieu des ennemis et de se faire tuer ?» Le courage est donc à géométrie variable dans le Kanto. Féroce et indomptable, ça oui, mais seulement s'il y a un public pour constater l'exploit. Il ne faudrait pas non plus se faire trucider en vain, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, tout ça. C'est plutôt quand on est comme une espèce de poste avancé, quoi. Dans le cas que... Comprenez une supposition que les Allemands reculent. Crac, on est là. Pour les empêcher de reculer. Non, pour... la tenaille, quoi. La tenaille, oui. C'est d'ailleurs un peu contradictoire, vu que l'une des traditions du Kanto qui révulse le plus la cour de Kyoto, c'est le fameux seppuku, le suicide rituel lorsqu'on est acculé au déshonneur. Difficile de dire si la coutume était vraiment répandue à la fin du XIIe siècle, mais on est certain qu'elle existait déjà. Cela étant, n'allez pas croire pour autant que ces guerriers sont les parangons de l'honneur en toutes circonstances. Sur le plan de la fidélité, c'est même plutôt l'inverse. Les bushi suivent celui qui garantit le mieux leurs intérêts, donc aucune chance qu'ils vous soutiennent contre vent et marée si vous n'avez plus d'avenir. Et leur intérêt, c'est surtout de défendre leurs terres. Avec la féroce concurrence qui règne pour s'assurer le contrôle des domaines et la forte insécurité un peu partout sur le territoire japonais, on n'est jamais sûr de retrouver son domaine en bon état quand on revient de la guerre. Faire ses preuves en cumulant les exploits, c'est bien, mais des fois, c'est la fidélité vassalique qui est mise à rude épreuve. Yoshinaka et les Taira ont ainsi commis une grossière erreur stratégique durant les conflits des années 1180 en essayant de poursuivre les opérations militaires alors que la moisson du riz approchait. Leurs troupes ont préféré déserter pour aller s'occuper de cette étape cruciale, laissant les généraux sur le sable. Une erreur que Yoshitsune, bien plus malin et fin connaisseur des habitudes de ses hommes, ne commettra pas. Et en plus, circonstance aggravante, la fin du XIIe siècle correspond à un réchauffement important du climat japonais. Dans les années 1180, plusieurs sécheresses majeures causent de terribles famines dans le Kinai, fragilisant d'autant plus les forces Taira. Le Kanto, naturellement plus humide, souffre beaucoup moins, d'autant plus que les commandants ont anticipé la volonté des samouraïs de revenir à temps pour la moisson. Mais du coup c'est bizarre, pourquoi est-ce que ces féroces guerriers suivent Yoritomo en 1180 alors qu'il n'y a aucun espoir face à la puissance des Taira? Ils auraient très bien pu faire comme Todamune, le vassal de Yoshitomo, son père.
Poursuivi par les Taira en 1160, vous vous souvenez, au Zabua, Yoshitomo se réfugie chez son vassal, Todamune, pour demander sa protection. Et là, dialogue mémorable qu'on trouve dans le dit des Heike. Au fait, faut-il laisser partir Monseigneur vers les provinces orientales ou faut-il l'abattre ici? Que faisons-nous? À ces mots, voici ce que dit Kagemune. Même s'il repart, il est peu probable qu'il réussisse à atteindre les provinces orientales. Plutôt que d'en laisser la gloire à d'autres, abattons-le ici même et offrons sa tête aux Taira. Peut-être nous accorderont-ils les possessions de Yoshitomo. Et pourtant, malgré cette fidélité à géométrie variable, la fortune ne leur sourit pas vraiment. Ils amènent la tête à Kiyomori, le big boss des Taira, et reçoivent en échange une province qui ne leur paraît pas assez grande. Ils râlent donc auprès du grand chef pour essayer d'avoir mieux, mais celui-ci leur répond. Vous êtes de vulgaires scélérats, parce que vous avez voulu vous faire une place dans le monde, vous avez oxy votre suzerain héréditaire. Je ne connais point d'être plus répugnant que vous. En conséquence, Todamune perd la province qu'il vient tout juste de gagner. Tant pis pour lui, il avait qu'à se la fermer. Pour Kiyomori, ce lascar ne vaut rien, il est prêt à trahir à la moindre occasion. Ou, comme le dit la chronique, il lève la tête vers les Taira, comme le ver de terre lève la sienne vers la pluie qui l'imprègne. Jolie métaphore, Ils sont comme ça les samouraïs, finalement. Ça écrit des poèmes en admirant les fleurs de Sakura, et 2 minutes après, ils ont le sabre à la main pour se découper en rondelles. Franchement, c'est charmant. Pourtant, aux yeux des guerriers du Kanto, ce comportement de trahison est parfaitement logique. S'ils ont un moyen de prendre l'avantage dans la rude compétition territoriale entre samouraïs, il serait stupide de ne pas en profiter. En 1180, ce sera l'inverse. Sous la férule des Taira, qui n'ont que faire du Kanto, les guerriers comprendront bien que la rébellion de Yoritomo et la renaissance du clan Minamoto est dans leur intérêt finalement. La fidélité joue un peu évidemment, mais c'est surtout l'intérêt propre de chacun des guerriers qui permettra au rejeton Minamoto de lever une force considérable pour réaliser son rêve de conquête et fonder ainsi un nouveau régime. Alors, si ce sont bien les hommes du Kanto qui ont fondé le régime et lui ont procuré la force vitale nécessaire pour dominer le Japon, c'est une femme qui va en assurer la préservation. Et pas n'importe quelle femme, celle-ci, vous la connaissez déjà bien, puisqu'il s'agit de Hojo Masako. Ces temps-ci, la mode dans la recherche historique est plutôt aux tendances lourdes, au social et au sociétal, mais je trouve assez fascinant de découvrir l'impact qu'a pu avoir une seule personne, un seul caractère, sur la destinée de tout un pays. Car ici, on ne va pas couper les cheveux en 4. Hojo Masako a eu un rôle crucial dans l'évolution politique et même sociale du Japon médiéval. Et son importance historique repose majoritairement sur son fameux caractère, dont on a pu entrevoir quelques traits au cours de l'épisode. Hojo Masako, elle sait ce qu'elle veut. Elle choisit Yoritomo comme époux contre la fureur de son père et garde un attachement viscéral envers son âme sœur à travers les épreuves. La relation entre Masako et Yoritomo montre un amour solide, profond, presque imperturbable. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, notamment à cause du penchant un peu trop prononcé de Yoritomo pour la gaudriole. Et oui, le big boss du clan Minamoto avait la braguette en feu, c'est un fait. D'ailleurs, c'est souvent lors de la naissance de ses enfants qu'il décide d'aller voir ailleurs. La coutume veut alors que Masako se retire dans un temple pour préparer la naissance dans le calme et la méditation, ce qui ne convient apparemment pas trop à Yoritomo. Ou alors il se dit que c'est l'occasion rêvée pour batifoler sans conséquence, je ne sais pas. En 1182, pendant que la guerre bat son plein à l'autre bout de l'île, Masako donne naissance à son premier fils, Yorie.
Et hop, à peine est-elle partie que Yoritomo en profite pour revoir son ex, une certaine dame Kame, qu'il connaissait d'avant son mariage avec Masako. L'exil qu'il a subi durant sa jeunesse n'avait pas l'air si terrible, hein. Toujours est-il que le secret, il n'est pas si secret que ça. Tout le monde est au courant, sauf Masako, comme par hasard. Sa belle-mère décide alors de la mettre au parfum, si on peut dire, et devant la rage bien légitime de Masako, elle lui propose même les services de son frère. Sous le commandement de la dame trompée, le frangin prend une petite troupe de samouraïs avec lui et lance une expédition punitive durant laquelle il réduit la maison de dame Kame en cendres. Et oui, elle est comme ça Masako, hein, il faut pas la faire chier. Yoritomo, assez logiquement, n'est pas content non plus, et il humilie publiquement le frangin en lui coupant son chignon. Une honte insupportable pour un samouraï qui l'oblige à rester caché chez lui le temps que ses cheveux repoussent. Et franchement, il s'en sort bien. Chauffe qu'il peut. Bon alors tout ça finit par s'apaiser évidemment, hein, mais ça montre bien le caractère de Masako. Si elle pourrait apparaître aujourd'hui comme une épouse jalouse, à l'époque elle passe plutôt pour le parangon des vertus que l'on retrouve chez les habitants du Kanto. Déterminée, implacable, très portée sur l'honneur et surtout prête à tout pour défendre ses intérêts. Bah oui, hein, Yoritomo c'est son investissement personnel quand même. Elle a cru en lui alors qu'il n'avait rien, elle l'a suivi dans toutes ses aventures, même les plus dangereuses, et maintenant qu'il est en passe de devenir le boss incontesté du Japon, elle n'entend pas laisser n'importe quel traîné passer du bon temps avec lui, non mais... En plus, si jamais un fils venait à naître de cette union adultère, son propre fils, Yorie, pourrait être mis en difficulté. Donc le gars Yoritomo là, il va faire attention, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, alors lui, il comprend pas trop. Il a été élevé à Kyoto, où la polygamie est plutôt habituelle, et ne saisit pas à quel point cette pratique est vue comme insupportable dans le Kanto. Bon, enfin on la connaît, hein, l'excuse du « c'est pas moi, c'est ce qu'on m'a appris à Kyoto », bien sûr. Hein. Ah, asseoir au pieu avec une coquine ou un coquin, et crac, on n'est rien que du compost au matin. Ça ne vous paraît pas monstrueux tout ça ? La force de caractère de Masako en fait également une puissante protectrice pour ses enfants. Il y a par exemple l'histoire du mariage raté avec Yoshinaka. Ça, c'est dans l'Atsuma Kagami, une autre chronique du début du XIIIe siècle. Vous vous souvenez, on en a parlé, au début de la guerre, c'est le cousin de Yoritomo, le puissant Yoshinaka, qui lui sert de proxy et qui mène la guerre à sa place jusqu'à prendre Kyoto en 1183, donc on est juste après l'histoire de coucherie dont on vient de parler. Yoritomo, suspicieux comme toujours, et il a raison, a gardé le fils de Yoshinaka, qui s'appelle Yoshitaka, super pratique pour tout mélanger, hein, merci les japonais. Bref, il a gardé Yoshitaka chez lui, dans son palais de Kamakura, officiellement pour l'éduquer, officieusement pour garder un moyen de pression sur le général. Sauf qu'à Kamakura, une idylle ne tarde pas à se nouer entre Yoshitaka et la fille de Yoritomo et Masako, qui s'appelle Ohime. Ça va? Vous suivez? Des histoires de famille, quoi. Masako, voyant que sa fille est raide dingue du beau jeune homme, se dit qu'elle pourrait peut-être les marier. Après tout, une alliance entre la famille de Yoritomo et celle de son puissant cousin ne peut être que bénéfique, non? Alors c'est parti, on organise tout ça et la fête est toute prête lorsque, catastrophe, Yoshinaka trahit son cousin en s'alliant avec l'empereur. Alors là, plus question de mariage. Le gamin n'est plus un invité, c'est bel et bien un prisonnier, et le fils d'un traître qui plus est. Qu'est-ce que vous dites? Hypocrite, traître, assassin! Calmez-vous, sire, je vous en prie, ne jouez pas avec votre tension! Trahison! Pour Yoritomo à ce stade, plus besoin de tergiverser, il faut passer le Yoshinaka par le fil du sabre. Bah oui, il est bien placé pour savoir que le fils d'un ennemi est potentiellement un problème pour l'avenir. Devant le désarroi de sa fille, Masako passe à l'action et organise l'évasion du gamin par un subtil stratagème. Elle le déguise en dame de compagnie et l'intègre dans sa suite alors qu'elle fait semblant de se rendre dans un monastère. Évidemment, Yoritomo n'est pas dupe, on peut même penser que l'évasion l'arrange bien, quelque part, puisqu'elle renforce sa légitimité. Si le fils du traître s'échappe, c'est bien qu'il a quelque chose à se reprocher, non? Il envoie donc un de ses samouraïs pour zigouiller le gamin. En découvrant la mort de son fiancé,
Ohime est inconsolable, au point même de menacer de s'ouvrir le bide. Ça monte vite dans les tours, chez les Yoritomo, les dîners de famille doivent être sacrément animés, vous pensez pas? Toujours est-il que Yoritomo s'attendrit devant le malheur de sa fille et fait décapiter le samouraï responsable pour faire bonne mesure. Le pauvre gars n'avait rien fait d'autre que de suivre les ordres, mais bon, il faut bien que quelqu'un prenne, Malgré ce touchant acte d'amour paternel, Ohime ne s'en remettra jamais vraiment et mourra quelques années plus tard. Et des histoires de famille, Masako va en connaître d'autres, et pas piquer des hannetons. On va faire un petit bond dans le temps jusqu'en 1199. Cette année-là, Yoritomo décède à l'âge de seulement 52 ans. Lui, le grand chef du clan Minamoto, celui qui a plongé le Japon dans une nouvelle ère, la voie de l'arc et du cheval, meurt tragiquement d'une chute de cheval, justement, c'est pas de bol. Heureusement, la relève est assurée. Déjà, la charge de shogun lui a été reconnue comme héréditaire, et ensuite, il a 2 fils. Yorie, âgé de 17 ans, et un autre en réserve, Sanetomo, âgé de 7 ans. Et puis surtout, le pouvoir du shogunat s'est considérablement développé. Les Hojo, la famille de Masako, sont devenus un clan puissant, solide soutien du pouvoir, la capitale de Kamakura est devenue une ville de premier plan, et la puissance des réseaux vassaliques autour du clan Minamoto le rendent quasiment invincible. Donc tout devrait bien se passer, non? Eh bien non. Et encore une fois, si on avait écouté Masako, on n'en serait pas arrivé là. Laissez-moi vous expliquer. Il y a dans le Japon médiéval une coutume qui s'appelle le menoto. Les rejetons des grandes familles sont confiés pour leur éducation à une autre famille qui devient en quelque sorte sa protectrice et qui s'occupe de lui jusqu'à sa majorité. C'est une tradition qui vient de Kyoto, un peu étrangère dans le Kanto, pas vraiment habituelle quoi. Yoritomo par contre y tient beaucoup, et c'est normal puisqu'il a été élevé de cette façon. Masako, elle trouve ça naze, au contraire. Elle ne supporte pas d'être privée de ses enfants et qu'ils deviennent l'investissement d'une autre famille. Ah bah oui, parce que pour la famille Menoto, l'enfant en question, c'est la perspective d'un avenir radieux. Si jamais il devient shogun, alors la famille qui s'en est occupée acquérera une importance politique considérable. Donc ça se tire la bourre pour mettre la main sur le Menoto des fils de Yoritomo. Et justement, notre shogun en titre choisit la même famille que son propre Menoto, le clan des Hiki. Donc hop, Yorie, son premier fils, part chez les Hiki pour faire son éducation, aux grandes dames de Masako. Et là où Masako avait le nez creux, c'est que les Hiki se révèlent de piètres Menoto, justement. Oh, pas forcément mauvais pour ce qui est des intrigues politiques, au contraire, mais désastreux sur l'éducation, par contre. Ils gâtent beaucoup trop leurs petits protégés qui développent rapidement un tempérament indolent et capricieux. Pourtant, Masako n'arrête pas de leur dire de faire gaffe, mais rien n'y fait, elle n'a aucune prise sur la situation. Or, en 1199, à la mort de Yoritomo, c'est cet enfant gâté qui monte sur le trône shogunal. Autant dire que cette triste histoire n'augure pas des lendemains qui chantent. Rapidement, en effet, Yorie se montre incapable de gouverner efficacement. 2 semaines seulement après son accession au pouvoir, un premier scandale défraie la chronique. Animé d'un désir fou pour la femme de son vassal Kagemori, Yorie invente une fausse attaque de bandits dans la province de Mikawa, à 200 km de Kamakura. C'est peut-être des bandits. Mobile veut. Pendant que le mari se rue à l'assaut des bandits fantômes qui n'existent pas, le nouveau shogun se tape sa femme. Pas très élégant quand même, L'ennui, c'est qu'une fois la ruse découverte, le vassal n'a aucun moyen d'obtenir justice. Le shogun est tout puissant, aucune vengeance ni réparation n'aura lieu. Et ça, c'est encore qu'un scandale de coucherie. Globalement, le shogunat de Yorie se caractérise par une quasi-impunité de ses Menoto, les Hiki, famille qui détient désormais le pouvoir sans partage. Retors et rusés, les Hiki poussent même Yorie dans ses penchants hédonistes afin de le désintéresser encore plus de la politique pour garder la réalité du gouvernement dans leurs mains. Et ils n'ont pas trop de mal à ça. Les chroniques nous apprennent par exemple que le jeune shogun avait une véritable addiction pour l'équivalent médiéval du football, qui s'appelle le kagami, et qu'interrompre une partie pour quelque raison que ce soit pouvait vous coûter très cher.
Vous avez un sujet préféré? Le foot. En histoire? Ah non. Alors évidemment, les chroniques postérieures au règne de Yoriie ont tendance à exagérer ces traits négatifs pour justifier un coup d'État, mais il n'empêche que la situation devient rapidement intenable. Les Hojo qui ont soutenu Yoritomo dans sa prise de pouvoir sont complètement écartés du pouvoir, et les Hiki mènent une politique tyrannique à leur seul profit. Et ça ne fait qu'amplifier la grogne parmi les vassaux. On en a déjà parlé, avec les limites techniques et l'arrêt des guerres de conquête, le réservoir de nouvelles terres se tarit et les relations entre vassaux sont exécrables, la concurrence atteint un niveau franchement délétère et la mainmise des Hiki ne fait que renforcer l'insatisfaction. Or, les vassaux sont la force vive de la puissance shogunale, pas les Hiki. La première insurrection est écrasée dans le sang dès 1200, mais il apparaît évident que ce ne sera pas la dernière. En 1203, tout bascule. À l'occasion d'une grave maladie, Yoriie revoit ses plans de succession et décide de déshériter son petit frère, Sanetomo, au profit d'un rejeton des Hiki. Outrés par cette décision, les Menoto de Sanetomo, qui sont directement liés à Masako puisqu'il s'agit de sa propre sœur et de son mari, entrent en rébellion. Les troupes de Yoriie les écrasent et le shogun, toujours gravement malade, élabore avec les Hiki un plan pour se débarrasser des Hojo une bonne fois pour toutes. D'après la légende, c'est Masako elle-même qui aurait entendu ces sombres desseins à travers une cloison de papier. Pas sûr que ce soit vrai, mais en tout cas, celle qu'on appelle désormais la nonne shogun est face au pire choix de son existence. Si elle prend le parti de son fils, sa propre famille sera passée par le fil du sabre, et si elle choisit de protéger sa famille, alors c'est son fils qui y passera. Choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas? Alors Masako ne choisit pas. Occupée à veiller son fils Yoriie, toujours gravement malade, elle laisse la situation évoluer d'elle-même. Dans un sanglant coup d'État, les Hojo détruisent les Hiki et tous ceux qui s'y apparentent. Une nuit de sang et le pouvoir change de main. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Par la suite, les chroniques laisseront entendre que Masako a orchestré elle-même la chute de son fils, mais ça n'est pas vraiment certain. Quoi qu'il en soit, Yoriie est déposé et envoyé en exil dans la péninsule d'Itsu, qui a décidément du potentiel pour reléguer les éléments gênants, n'est-ce pas? Il y meurt rapidement, laissant sur le trône son frère, Sanetomo. Pour Masako, toutefois, les épreuves sont loin d'être encore terminées. À 47 ans, elle assiste donc à l'accession au pouvoir de son troisième shogun. Et pas de bol, Sanetomo se révèle rapidement un piètre souverain, encore pire que son frère qui vient de partir dans l'au-delà. Là, on peut se dire que c'est quand même une sacrée série noire. Alors attention, Sanetomo est mauvais, mais dans un style un peu différent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la poésie. D'ailleurs, apparemment, il était un excellent poète et noue une relation littéraire très forte avec l'empereur retiré Go-Toba. Sauf que contrairement à Sanetomo, l'empereur Go-Toba compte bien utiliser ce penchant shogunal pour la poésie dans un but politique. Il pèse de tout son poids pour attirer Sanetomo vers la cour et fragiliser ses relations avec le Kanto. Pour les vieux vassaux de Yoritomo, ceux qui ont conquis le pays avec lui, c'est pas un moment facile. Après Yoriie qui les a complètement exclus du pouvoir, maintenant c'est Sanetomo qui ne les considère même pas et qui noue des alliances avec la cour de Kyoto, ces élites hors sol aux mœurs si différentes de celles du Kanto. Et pendant ce temps-là, Sanetomo enchaîne les bides. En 1218, il a même l'incroyable idée de faire construire un immense vaisseau pour aller explorer la Chine. Pas de bol, le navire est mal fait et coule dès son lancement, un bien piteux présage. Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Abyssus, abyssus m'invocat. Passionné par ses poèmes, physiquement attirant mais de santé fragile, Sanetomo n'a pas encore d'héritier. La situation est mauvaise et va même brutalement se dégrader. En 1219, le shogun est assassiné par un des fils de son prédécesseur qui le pense responsable de la chute de son père.
Pas très clairvoyant le gars, vu que Sanetomo était absolument incapable d'ourdir le moindre complot. Mais le coup de couteau est donné et la situation est désespérée. Il ne reste plus un seul héritier direct du fondateur Yoritomo. Et l'empereur Go-Toba a si bien mené sa barque que le trône shogunal est gravement menacé. Il n'attendait que ça et passe à l'action rapidement. Dès 1221, ses armées marchent en direction de Kamakura, bien décidées à refermer cette parenthèse de domination du Kanto sur le Japon. Et c'est là qu'on voit encore une fois la force de caractère de Masako. La nonne-shogun n'est pas du genre à abandonner. Le shogunat, ce pouvoir suprême dont elle a rêvé pour son amour de toujours, ce gouvernement qu'elle a largement bâti de ses mains depuis le premier jour où elle a cru dans la destinée de Yoritomo, elle ne le laissera pas tomber. Elle rassemble les anciens vassaux de son défunt mari, les féroces guerriers qui ont conquis le Japon. Dans un discours passé à la postérité, elle leur rappelle ces heures glorieuses où le Kanto s'est levé derrière l'étendard des Minamoto pour secouer la torpeur qui s'était abattue sur son pays. De son style poignant et élégant, elle leur raconte les années à marcher aux côtés de Yoritomo, de cachette en cachette, les longues nuits à craindre pour la vie de son mari, son amour et son dévouement pour celui qu'elle a épousé contre l'avis de tout le monde. Elle évoque sa fierté d'appartenir à la génération des guerriers qui ont su s'imposer en maîtres dans le Japon sans rien perdre de leur dignité et des solides valeurs de courage, d'abnégation et d'honneur qui ont fait leur succès. Galvanisée par la présence et la force de cette femme qui a déjà 64 ans, impressionnée par le feu qui brûle encore dans ses yeux, les vassaux répondent à l'appel. Et l'histoire semble se répéter. Les féroces guerriers de l'Est jaillissent des chemins de montagne et bousculent les forces impériales. Sur les berges de la rivière Uji, à l'endroit même où les Minamoto ont enfoncé les lignes Taira en 1180 pour progresser vers Kyoto, les samouraïs du Kanto triomphent à nouveau et sauvent le shogunat. À Kamakura, Masako parvient à trouver un successeur. Ce sera Kujo Yoritsune, un des derniers rejetons de la branche fondatrice des Minamoto. À sa mort, en 1225, à l'âge de 68 ans, Hojo Masako part l'esprit apaisé. L'héritage de son époux bien-aimé, le travail de sa vie, ce système politique nouveau reposant sur la force des guerriers de ce territoire qu'elle vénère, est sauvé. Durant un siècle, c'est sa propre famille, le clan des Hojo, qui va réellement diriger le shogunat en qualité de régent aux côtés de la lignée des Minamoto. Ce XIIIe siècle, le premier du Japon médiéval, sera une période de fort développement économique et social pour l'archipel, qui sort de sa langueur héritée de l'époque impériale. La culture du Kanto va continuer à infuser lentement dans la société, au point de la métamorphoser et de lui donner ce visage que nous associons habituellement au Japon historique. Celui des samouraïs aux armures rutilantes, des magnifiques temples et palais aux couleurs vives, des estampes, des bains dans les sources d'eau chaude, des jardins entretenus à la perfection et du thé élevé au rang d'art. Une société qui doute également, qui se sent ballottée par l'Inga, l'impermanence d'un destin qui élève, puis fait chuter aussitôt sans qu'on parvienne à le comprendre. Hojo Masako s'éteint dans ce Japon qui s'éveille, avec au cœur la satisfaction d'avoir été un rocher, un élément de stabilité au milieu de ce tourbillon du destin qui entraîne les hommes, selon les mots du dit des Heike, comme poussière au vent.
Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à mes pages Facebook et Instagram pour ne rater aucune nouvelle du podcast. Et des nouvelles, croyez-moi, d'ici quelques jours, il va y en avoir et pas n'importe lesquelles. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, donc restez bien attentifs. Je vous promets que vous ne serez pas déçus parce que je vous prépare. Dans tous les cas, on se retrouve le 7 juillet pour un épisode moins exotique, mais ô combien passionnant. On va aller prendre un bain avec les médiévaux. Dans ce prochain épisode, on va en effet s'intéresser à l'hygiène au Moyen-Âge. Est-ce que les gens étaient vraiment sales ? Comment se lavaient-ils ? Et surtout, que considéraient-ils comme sale ou propre ? Vous saurez tout dans le prochain épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, alors pensez à préparer votre savon et votre brosse, on se retrouve le 7 juillet. À la prochaine !